Bonjour les amis et bienvenue sur Social Academia. C'est moi, Marc. Aujourd'hui, nous couvrirons le ciel européen en plein essor impérialiste. Vous êtes prêts? Les fondements de l'impérialisme européen. L'expansion européenne vers d'autres terres d'Asie et d'Afrique commence bien avant les années 1800. Alors que l'explosion démographique en Europe est forte, il faut trouver une solution efficace à la survie et aussi l'enrichissement de chaque pays. Les conquêtes de nouvelles possessions se multiplient. Quoique l'opinion sociale et humanitaire de l'époque s'oppose à l'expropriation ou même l'exploitation forcée d'un peuple par un autre, le XIXe siècle affirme plus aisément la doctrine impériale. La survie de plusieurs puissances dépendra de l'asservissement d'autres. Le courant d'impérialisme commence à se répandre. L'Asie est vaste et fertile. L'Afrique, quant à elle, en ce temps est un continent inconnu du reste du monde. Elle est repliée sur elle-même et regorge de richesses. Elle devient très vite après sa découverte par l'Occident une mine d'or pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, et bien d'autres. L'impérialisme. Ce courant vise à imposer une certaine autorité politique, économique et sociale par un État sur un ou plusieurs autres. Son but principal est d'asservir avec pour prétexte l'éducation ou parfois l'évangélisation parmi tant d'autres. Quelles en sont les causes? Les causes de l'impérialisme sont diverses et de plusieurs ordres. Le surpeuplement européen. Il est plus que important de mentionner que le XIXe siècle apporte une grande transformation dans plusieurs domaines de la vie occidentale. Le taux est fortement croissant avec les nombreux progrès réalisés en médecine. Le taux d'accroissement de la population grimpe sans cesse. La pression sur les gouvernements se fait plus forte et impose une solution. Entre 1815 et 1870, on dénombre une augmentation démographique de près de 110 millions d'habitants, c'est-à-dire 190 millions d'habitants en 1815. En 1914, on compte 450 millions d'habitants. Cette situation influence énormément l'économie du continent et force plus de 40 millions d'Européens à se déplacer vers d'autres continents. Une économie chancelante. Les ressources économiques européennes faiblissent à cause du nombre grandissant de la population. Une solution est de produire à outrance afin d'éviter le manque. Toutefois, le facteur de surproduction dépend de la disponibilité de matières premières devenues très rares. L'Afrique, l'Asie, une partie de l'Amérique et même l'Australie deviennent des cibles de production et d'exploitation. L'Europe doit se lancer dans une conquête sans pareille pour pallier cette situation. Rappelons que la crise bancaire de 1873 n'a pas facilité les choses pour le vieux continent. Ce ralentissement financier qu'elle cause rajoutera de l'effet à la poussée impériale européenne. L'Europe doit investir sur d'autres terres pour résoudre son malaise économique. En effet, la politique coloniale est fille de la politique industrielle, déclare l'homme d'État républicain français Jules Ferry. Le pouvoir politique. L'idée de domination d'un peuple sur un autre devient très attrayante et convoitée pour les puissances européennes. Dominer les États ou pays faibles leur octroie un contrôle ferme sur les ressources économiques qui y existent. C'est le cas de l'Égypte qui tombe très tôt sous l'influence et le pouvoir occidental. Le canal de Suez qui lui est rattaché fait l'objet de plusieurs convoitises. L'impérialisme sert également de stratégie de protection des émigrants, commerçants et missionnaires qui vivent en outre-mer. C'est ainsi que l'Europe se crée une image prestigieuse aux yeux du monde. Comment s'exprime l'impérialisme européen? Selon le pays, l'expression de la mission impérialiste varie car les visions de leadership en France sont différentes de celles au Royaume-Uni, en Italie, ou même en Espagne. L'impérialisme allemand. Il est mené par le chancelier Bismarck. Alors que ce dernier n'était pas convaincu de se lancer dans une aventure d'invasion d'outre-mer, les pressions économiques auxquelles il fait face le poussent à reconsidérer ses positions. Guillaume II, grand homme d'affaires allemand et investisseur, avec l'aide d'autres leaders économiques, parvient à lancer les premières conquêtes allemandes vers l'Afrique. Il est vrai que le pays lui aussi est à la recherche de débouchés économiques et doit répondre au trop-plein démographique. La vision française. En France, Jules Ferry et Léon Gambetta sont les porte-parole de la colonisation. Ils sont fermes sur l'importance des conquêtes d'outre-mer et croient qu'elles aideront à enrichir le pays. La France connaît en ce temps une guerre d'idéologie entre les capitalistes et les socialistes. Ces derniers qui croient en l'idéal d'égalité entre hommes s'opposent en vain à la colonisation française dans les pays d'outre-mer.
Les acteurs sociaux tels que Clémenceau et Anatole France sont les figures anticoloniales les plus prominentes. La vision anglaise de l'impérialisme. Au Royaume-Uni, à en croire Neville Chamberlain, ancien Premier ministre de la couronne anglaise, le Royaume-Uni représente une race maîtresse prédestinée à civiliser et transformer le monde primitif. Il est soutenu dans cette lancée par le maréchal Kipling. Pour un grand nombre de partisans de la colonisation, les Anglais sont supérieurs aux autres races. Cette opinion est renforcée et encouragée par l'économiste Disraeli qui avait établi une grande réputation à la cour royale par ses efforts en Inde. Il contribue à faire de la reine Victoria l'impératrice des Indes. L'impérialisme italien. Crispi est l'instrument de la colonisation pour les Italiens. Il pense et motive le pays à s'engager dans la conquête de l'outre-mer. Des sources révèlent que l'influence des autres puissances européennes déjà dans la course vers d'autres terres s'est faite forte sur le leader Crispi qui cherche à démontrer l'autorité italienne sur le reste du monde. La notion d'impérialisme pour le reste de l'Europe. Les Espagnols sont déjà convaincus des bienfaits de la colonisation des pays d'outre-mer. Ils visent l'Amérique du Sud où les possibilités sont énormes, le Chili, l'Argentine, le Mexique et bien d'autres territoires de ce vaste continent américain. Tandis que les Portugais attaquent les côtes africaines, Cameroun, Angola, et Mozambique, et le Brésil, c'est au tour des Belges sous la gouvernance de Léopold II de se diriger vers le Congo et de l'envahir. En somme, les colonisations européennes partent sur des bases très fortes qui incluent une crise interne pour plusieurs nations d'entre elles. Il est question de conquérir et d'asservir d'autres peuples pour le gain personnel comme une sorte de prestige. Il est vrai qu'elles apportent une forme de modernisation pour plusieurs colonies et États vassaux, mais il s'agit bien d'une transformation à l'image du pays colon ou l'envahisseur. La doctrine coloniale et impériale européenne durera de nombreuses décennies avant le soulèvement et l'éveil de plusieurs nations pendant la période d'indépendance. Les dommages pour les colonies sont énormes et surpassent parfois les avantages qui sont presque invisibles dans plusieurs cas. Alors les amis, j'espère que vous avez compris la leçon sur l'impérialisme européen. Vous êtes très intelligents. N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions. À très bientôt sur Social Academia.